Je t'ai parlé ici de la vérité. La vérité est liée à la loyauté, à la fidélité, à la réalité. C'est ça. S'il y a des gens qui sont infidèles, les gens qui sont déloyaux, pourquoi voulez-vous que moi j'aille leur dire non, restez au parti politique? Là, ils sont partis. Ils seront toujours la même chose, même lorsque moi, Pius Romain Roland, demain je serai président de la République, ils seront le premier. Les amis de Pius, nous sommes les Piusistes. Moi, j'ai compris la création de cette structure du fait que Kabila a été accusé injustement de faire partie de l'AFC M23. Est-ce que au premier conclave et au deuxième conclave, quels sont les membres de l'AFC M23 que vous avez vus là-dedans? Mais récemment, Kagame n'a pas dit le contraire. Ah, écoutez. Aujourd'hui, vous croyez à Kagame. Quand Kagame vous insulte ici, vous n'y croyez pas. Hein? Et c'est Kagame que vous allez... Kagame a dit quoi? Il a répété seulement ce que Kinshasa relaie. Kinshasa relaie quoi? Kabila, c'est lui le patron de l'AFC M23. Maintenant, quand tu leur poses la question, à Doha, vous négociez avec qui? On nous a imposé. C'est ça la réponse. Or, la logique serait, comme c'est lui le patron de l'AFC M23, on négocie avec lui. Est-ce qu'à Doha, on voit le visage de Joseph Kabila? La création de Sauvons la République démocratique du Congo, c'est pour dire à tous les cancrelats qui créent des mensonges, non, que Kabila, Cancrela, je ne peux pas retirer... On est dans une émission sérieuse. Non, ces pays ici se meurent puisque il y a des gens dont leur demeure devrait être au centre neuropsychopathologique. Mais ils sont dans la société en partageant les réseaux sociaux, les micros avec nous. Et c'est comme ça que la société est dénaturée. Je crois que la seule façon dans laquelle nous devons sortir de cette crise, c'est le dialogue. Nous ne sommes plus au moment d'affrontement. Nous avons connu un affrontement qui a été virulent entre le pouvoir et entre l'opposition. Nous avons connu à un moment donné des paroles qui allaient dans tous les sens. Nous avons connu ce que je vais appeler des colibés. On a connu des discours virulents de part et d'autre. Cela ne nous a pas donné le résultat. Présentement, nous sommes dans un processus que moi j'appelle un processus de sortie de crise. Et je pense qu'il serait préférable que tous les Congolais de tous les bords se retrouvent autour d'une table. Pourquoi? Parce qu'en soi, la question congolaise ou bien les difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons présentement sont connues de tous. Que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau international. C'est connu. Alors pour pouvoir les régler et sauver notre pays, parce qu'il est ici important de dire une chose, c'est que notre pays est au bord du précipice. Pourquoi? Parce que nous avons une partie du territoire national où ça fera pratiquement maintenant plus de 5 ans, qui n'est plus sous la gestion de Kinshasa. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadima, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Moi, c'est congolaise, l'intemporelle, un pain d'exception, symbole d'élégance et de raffinement, conçu avec amour, imprimé avec soin, façonné avec grâce pour sublimer chaque femme.
la signature ultime de la femme congolaise, authentique, noble, inoubliable. Portez Moissi congolaise et élevez votre allure à un niveau supérieur. Un bal qui se porte en tout temps, en toute confiance. Et en ce mois dédié à la femme congolaise et africaine, sentez-vous encore plus belle, encore plus forte en Moissi congolaise. Allez, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous êtes bien entendu sous Politicon, votre média, votre canal indispensable par lequel vous faites informer, vous aiguisez votre pensée critique. Nous sommes contents de savoir que vous êtes nombreux et très très nombreux à nous regarder à travers le monde, la République démocratique du Congo, et même à l'étranger, en Afrique du Sud, où vous nous écrivez de temps en temps. Nous lisons votre message et nous vous remercions de votre disponibilité et même cette interactivité que nous aimons tant. Et même ceux qui nous écrivent depuis Bruxelles, Belgique, Angleterre, vous êtes nombreux. En tout cas, on ne cessera jamais de vous dire merci. Et encore, on répond à ces rendez-vous parce que l'actu est brûlante. Et l'actu d'ici, la République démocratique du Congo reste dominée par le débat autour de cette histoire des migrants qui vont commencer incessamment à arriver. Ça fait polémique et le commentaire va dans tous les sens. Chacun va de son grain de sel. Et dans cette émission, on essaiera d'avoir des analyses pondérées, de savoir quelle trajectoire prendre, surtout pour notre pays, alors que nous restons confrontés à la criminalité urbaine, au braquage ici à Kinshasa. Quel danger pourrait susciter ces migrants une fois ici à Kinshasa? Est-ce que toutes les mesures d'encadrement ont-elles été prises? Ce sera la grande question à laquelle nos invités vont répondre. On parlera aussi, on reviendra largement sur le deuxième conclave du mouvement Sauvons la RDC qui dirige Joseph Kabila Kabange, l'ancien chef de l'État. Et à l'issue de ce deuxième conclave, ils ont pondu un communiqué accusant le méthode auquel le pouvoir en place a recours pour réduire l'opposition au silence ou la vie telle qu'elle est devenue intenable ces dernières période ou ces derniers temps. On reviendra avec beaucoup plus de détails, sans oublier le débat sur le changement de la Constitution et l'assurance de l'UDPS qui veut coûte que coûte y parvenir. On a suivi récemment le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, sur les ondes de RFI, et il reste favorable à ces projets de changement de la Constitution malgré la situation non améliorative sur terrain avec les AFC 23 qui continuent à occuper des pans entiers du territoire congolais. Et puis, il faudra aussi rappeler que ce lundi marque le début du 9e round des négociations entre le gouvernement congolais et la rébellion AFC M23. Pour en parler, on a sur ce plateau Appius Romain Rolangoï, habitué du club. Vous savez, avec lui, on a toujours eu à passer des meilleurs moments de télé, car ces analyses nous permettent à se faire quand même une petite idée de la manière dont le pays est dirigé et savoir où nous allons exactement. Comment allez-vous, très cher Appius Romain Roland? Soyez les bienvenus. Merci beaucoup, chers confrères. Merci de l'invitation. Je voudrais saluer les téléspectateurs et particulièrement le professeur Kabambankoulou Olivier, qui vit en Belgique. Et il sait pourquoi je le remercie, puisqu'il a manifesté sa disponibilité de nous venir en aide au travers nos études. Et je dis sincèrement merci.
Il y a plusieurs personnes qui se manifestent, mais c'était un appel inattendu. Vraiment un appel inattendu. Je le remercie pour ça. Mais j'ai au moins 2-3 petits biscuits. Allez-y rapidement. Très important, puisque bien que vous ne l'ayez pas encore présenté, c'est un avocat, un aîné. Moi, je n'ai pas encore prêté serment. J'ai refusé de le faire puisque je dois aller au bout de mes études. Parce qu'on ne suit vous êtes au niveau du master. Oui, on ne suit pas 2 lèvres à la fois. Vous savez, parfois quand vous êtes dans le procès, il essaie, ça peut vous prendre toute une journée. Le temps de rédiger la note de plaidoirie, et puis il y a les études là-bas. C'est comme ça que vous voyez certaines personnes qui sont en toge, mais ils n'ont pas tellement la matière puisqu'ils n'ont pas bien assimilé, ils suivent 2 lèvres à la fois. Moi, j'ai refusé, tout le respect. En fait, le premier biscuit, c'est par rapport à la détention du colonel Léopold Youssé. Ça fait plus de 1000 jours qu'il est sous le cachot de DT au Kantchatch. C'est le chef de sécurité de l'ancien chef de l'État. Il avait été enlevé au niveau des Sosimat. Aujourd'hui, ses enfants, sa femme ne savent plus quoi faire. Et quand vous avez déjà une personne qui est détenue pendant 1000 jours, qu'on n'a jamais présentée devant son juge naturel, je me pose la question, le jour où il sera présenté devant son juge naturel et il serait condamné 365 jours. Lui, il est déjà dans les 1000 jours. Ça fait combien d'années? Il a été appréhendé pour quel motif et dans quelles circonstances? Il était venu en soins médicaux. C'est un de ses collègues, comment on dit en langage militaire, combattant des rangs, s'il faut le dire, qu'il avait appelé, soi-disant, ils ont un deal à échanger. Il arrive là-bas, c'est une jeep qui les ramasse et puis on l'amène au Kantchatch jusqu'à présent. Colonel, colonel de la police. Il avait été commis à la garde de l'ancien chef de l'État conformément à la loi sur les statuts des anciens chefs de l'État et chefs des corps. Ça fait 1000 jours qu'il est au cachot de DT. Ce qu'on demande, c'est que c'est de le présenter devant son juge naturel. Pour qu'on sache qu'il soit entendu. Et que les responsabilités soient établies clairement. Ok, et qu'on sache qui l'a accusé, qui est son plaignant. Puisqu'on ne peut pas arrêter quelqu'un et puis on commence à chercher les preuves par après. Tu vois? Sinon, là, c'est toute l'humanité qui risque de se retrouver dans les newf. Alors, le deuxième biscuit, c'est toujours en rapport avec la justice. La semaine passée, j'étais à la prison centrale de Makala. Je suis allé voir quelques amis. J'ai salué Camiselo. Vous lui avez aussi rendu visite? Si. Et dans quel état il se porte, où se trouve Camiselo? Moral de fer. Moral de fer. Moral de fer. Et en prison, vous savez, ceux qui commettent beaucoup d'erreurs d'envoyer les gens en prison, bon, ceux qui meurent, c'est ceux qui sont sans visite. Mais ceux qui ont de la visite, bien que c'est pesant, par rapport à la famille, les budgets, mais quand on s'y met, puisqu'on a de l'eau gratuitement, on a l'électricité gratuitement, on a les lits, et quand tu as ta bibliothèque, tu sors avec une tête bourrée. Tu comprends? Vous êtes passé par le couloir de la mort, c'est-à-dire Makala. Qu'est-ce que à Makala, qu'est-ce qu'on a le plus besoin? Bon, il faut dire que d'abord... Est-ce que ce moral de fer dont vous parlez suffit pour surmonter cette épreuve? Non, c'est-à-dire il y a ceux qui sont détenus pour des faits commis. Il y a ceux qui sont détenus pour des faits commis. Et il y a ceux qui sont détenus pour n'avoir rien fait. Tu comprends? Dans tout le cas? Et puis le nombre est pléthorique. Le nombre est tellement... puisque c'est une prison qui a été construite pour une capacité, je pense, de 3000 ou 3500 détenus. Ils sont entre 13 et 16 000. On dit aujourd'hui on a... C'est tout un électorat qui est là-bas. C'est tout un électorat. C'est plus j'ai dit entre 13 et 16 000. Ne vois pas ceux qui sont dans la cour
à l'administration, il faut aller dans les pavillons. Il y a ceux qui ne sortent jamais, qui n'ont jamais de visite, qui meurent. D'abord là-bas, les gens meurent chaque jour. Alors je disais, j'ai rencontré un docteur qui est venu voir son grand frère. Son grand frère est âgé de 62 ans. Et de quoi il est reproché? Il était marié à la jeune sœur du commandant divisionnaire à Longaboni. Et peut-être c'est une histoire qui est connue. Maître là, peut-être il peut s'en souvenir. Cette femme s'est pendue à Mongafula. Pourquoi elle s'est pendue? Parce que le couple avait perdu un enfant de 10 ans qui était diagnostiqué SS, anémique. Et la femme est entrée dans la dépression. Elle voulait mettre fin à sa vie. Et il y avait toujours ce combat-là. Dans la résidence ou bien dans le couple vivait avec deux nièces de l'épouse. Et les messieurs, ils étaient déjà en séparation de corps avec son épouse. Ils étaient en séparation de corps. Curieusement, la famille de l'homme et de la femme voulait faire voyager la petite sœur du divisionnaire à Longaboni, voulait la faire voyager pour les États-Unis. Sous prétexte qu'elle avait du mal à supporter dans les couples, elle avait la maltraitance. Vous savez, quand vous voulez voyager, on demande souvent les examens médicaux. Et on est tombé que la femme était séropositive. Et on teste l'homme n'était pas séropositif. Alors ça a créé des dégâts. Comment la femme est séropositive et l'homme n'en est pas, alors qu'ils étaient en séparation de corps. Et terminé. Des suites de cette situation rocambolesque, 30 minutes avant de mourir, la femme a écrit un message sur son statut et le mari n'était pas à la maison. Il était à l'extérieur. La femme s'est pendue. Ce sont ses nièces qui vont appeler, qui vont alerter leur famille, alerter son mari que la femme s'est pendue. Pendant que le mari venait pour constater le dégât, c'est la belle-sœur de son épouse, qui s'appellerait Madame Thérèse Kapata, qui est venue, qui a fait descendre le corps, qui a mis les OPJ, on a pris les méchants, on l'a amené, c'est quoi ici, 5e bureau, Mongafula. Je parle des faits qui m'ont été rapportés, avec les éléments de preuve. On l'a amené là-bas, 1 jour, 2 jours, 8 jours, après on l'amène chez les juges, pouf, prison. C'est comme ça qu'il a atterri à Makala. C'est comme ça qu'il a atterri à Makala. Lui qui venait de perdre son enfant de 10 ans, sa femme testée séropositive, elle a mis fin à sa vie, mais c'est une tierce personne qui vient le faire arrêter et il se trouve à Makala pour une histoire qu'il ne connaît pas. Ah, qu'est-ce que vous voulez dénoncer justement en parlant de cette histoire, quelle est la moralité de l'histoire? Bon, vous savez que notre justice pose de très sérieux problèmes. C'est pourquoi je me suis lancé dans cette vocation, avec les études. Je pense que je serai un bon juriste. Alors, en tout cas, on l'espère. Pourquoi? Parce que beaucoup de juristes, beaucoup d'avocats font fi à l'histoire, la narration des faits. Ils ne savent pas situer, ils ne savent pas faire la défense. Merci. Comment on peut prendre un monsieur pareil, dont les faits attestent qu'il n'a pas été à la maison? C'est la femme qui lui a mis fin à sa vie. Et pourquoi il doit se retrouver à Makala? Et il se retrouve à Makala, il est dans l'impossibilité d'être devant son juge naturel. Allez, alors, pour quelle raison? Laisse-moi aussi présenter. Alors, tous ces dégâts-là font à ce que la justice doit être vraiment prison, guérie de son mal. La prison se retrouve avec un nombre impressionnant dont les victimes se comptent chaque jour dans ce centre
de rééducation. Merci. Je vais aussi présenter un plateau avec nous, Maître Samuel. Soyez les bienvenus. Comment allez-vous? Je vois déjà, vous transpirez déjà alors qu'on n'est pas dans le vif déjà du sujet. Vraiment, merci beaucoup Gédéon d'avoir changé en moi. Comment la santé? La santé, je me porte bien, quoique vous m'avez oublié, ça fera quelques semaines. Vous êtes passé dernièrement avec Tatou en débat. Oui. Je crois que ça fera 3 semaines. Alors, je suis toujours heureux d'être convié sur vos plateaux. Je crois qu'à la même occasion, je salue aussi mon co-débatteur de ce midi, Monsieur Roland Pius, un analyste pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'admiration dans sa détermination. Je ne sais pas si ça fera débat avec lui aujourd'hui. Je l'encourage toujours dans sa démarche et je soutiens son plaidoyer quant à la régularité de la détention des gens généralement dans les milieux carcéraux. Je crois que la justice doit avoir un coup d'œil dessus et pour chuter. Je salue aussi les téléspectateurs qui auront l'occasion de pouvoir me suivre. Allez, très bien. Vous n'avez pas des biscuits, contrairement à Puce Romain? Je n'ai pas des biscuits. Très bien. Une question quelque peu philosophique. Pourquoi les gens ont horreur aujourd'hui de la vérité? Dire la vérité aujourd'hui relève de plus en plus d'un acte révolutionnaire. Et aussi, on a peur de la vérité et on s'en prend à ceux qui la disent aussi. Est-ce que dans un État ou dans un pays où on prône la démocratie, où on prône la liberté de l'expression, devrions-nous aussi assister à des pareils cas d'intolérance politique où la vérité, eh bien, n'est pas quelque chose de valeur? Alors, tu sais, très cher Gédéon, c'est depuis la nuit des temps que la vérité n'a toujours pas fait bon ménage dans les milieux de société culturelle dans lesquels nous vivons. C'est d'abord pour 2 raisons. La première raison, c'est que la vérité gêne, la vérité blesse. Mais c'est dans quel objectif? Pourquoi la vérité blesserait? La vérité blesserait, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle choque, elle touche à des sensibilités. Elle détruit des certitudes. Elle ramène certaines choses à leur place. Et pour les ramener à leur place, elles doivent d'abord choquer. Voilà pourquoi vous entendrez un vieux adage qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais la vérité en soi, elle est importante parce qu'elle peut guérir. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le milieu politique, il s'est fait que la vérité commence à avoir une connotation un peu biface. Ça veut dire n'est vrai que c'est que la personne pense être bonne pour elle. Alors, c'est l'environnement dans lequel nous vivons. Je crois qu'il serait peut-être pas forcément aisé de pouvoir penser que ceux-là qui pensent que la vérité pourrait emmener la société à pouvoir changer, être offusqués par rapport à ceux-là qui pensent que la vérité, c'est seulement ce qu'eux perçoivent. Moi, je crois que la société telle qu'elle évolue, il serait toujours mieux de faire un certain ménage entre ce qui peut être dit, qui puisse permettre à la société de pouvoir avancer, et ce qui ne peut pas être dit aussi. La vérité en soi, elle est bonne, mais il faut tenir compte des circonstances, des contextes, dans le but de ne pas toujours choquer et de ne pas toujours porter atteinte à certaines sensibilités. C'est propre à notre société ou c'est depuis la nuit des temps, comme vous l'avez dit, ou dans toutes les sociétés, c'est pareil? C'est comme je l'ai dit, vous savez, la vérité, elle n'a toujours pas pu être acceptée facilement par la majorité de gens. La vérité n'est acceptée que quand elle arrange. Lorsque la vérité ne nous arrange pas, à un moment donné, beaucoup nous la rejetons. Alors, c'est comme ça que j'ai dit que c'est une question culturelle, qui est presque incise ou presque innée dans la plupart des personnes ou des Congolais ou des Africains, dans le cas plus spécial. Mais je reviens en disant, je chute en disant que la vérité, elle est bonne, mais il faut toujours tenir compte du contexte. Il faut dire les choses dans le but de ne pas toujours offenser, de ne pas toujours offusquer. Il faut voir quand le dire et comment le dire. Et quand le mensonge prend place dans notre société, à quoi on s'expose? L'absence de la vérité ne doit pas donner lieu au couronnement du mensonge. L'absence de la vérité ne doit pas couronner le mensonge, parce que le mensonge, c'est un vice. Le mensonge, c'est un défaut. Lorsque le mensonge veut prospérer dans le but de pouvoir nuire, là, nous encourageons l'installation de la vérité. Mais lorsque le mensonge doit pouvoir couvrir la vérité afin de pouvoir gagner un certain espace dans l'opinion, nous nécessiterons de pouvoir le condamner. Donc vous êtes de ceux qui pensent que la vérité doit être dite, mais
on doit aussi veiller à la façon dont on transmet ces pensées. On doit tenir compte du contexte, on doit tenir compte de l'environnement, quand le dire et comment le dire, dans le but de ne pas forcément pouvoir choquer les sensibles. Je vais vous donner un exemple pour essayer un peu de poursuivre dans votre ordre d'idée. Je donne l'exemple, par exemple, du décès d'un des événements majeurs qui a marqué la scène politique de notre pays, le décès de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Lorsque l'histoire nous apprend que Mouzé Laurent Désiré Kabila est décédé le 16. C'est le jour où il a connu son décès. Mais lorsque nous revenons en arrière, au moment des faits, lorsqu'on a annoncé que Mouzé Kabila venait d'être fusillé, assassiné. Non, avant l'assassinat, d'être fusillé. L'information qui avait été donnée auparavant, c'était laquelle? C'était qu'il a été réellement atteint par des coups de feu, mais il a été transféré pour raison des soins médicaux à l'étranger. C'était vrai, un mensonge, mais un mensonge qui visait un objectif. Lequel? De pouvoir essayer de contenir toutes sortes de soulèvements, voyez-vous, dans le but de pouvoir préparer une annonce d'une vérité. Alors, j'essaie de contextualiser la question de vérité et de mensonge compte tenu de l'environnement dans lequel on peut se retrouver pour faire une annonce. Voilà pourquoi je donne cet exemple, pour pouvoir mieux faire comprendre ce que j'ai dit, qu'il faut toujours savoir quand dire la vérité, comment la dire. Parce qu'en ce moment-là, si la vérité était annoncée le même jour, le 16, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir comme débordement dans la vie. C'est comme ça que vous, lorsque vous prenez la parole, vous mesurez toujours ce que vous dites, vous placez le mot à leur place. Là où il le faut. Donc, vous n'êtes pas donc partisan de ceux qui disent une vérité brutale vaut mieux qu'un mensonge utile. Tout dépend du contexte et de l'objectif poursuivi. Allez, ça c'est bien. Allez, Pius Romain Roland, on va ouvrir les débats. Revenons d'abord sur le conclave qui s'est tenu à... Je peux répondre 30 secondes. Je préfère que vous puissiez répondre directement avec cette question. Oui. Il y a eu le deuxième conclave avec Sauvons la RDC. Qui s'est tenu, à l'issue de laquelle il y a eu un communiqué qui a été lu par Albert Moukoulou-Boundou. Voilà. Sauvons la RDC. Jouit encore de quelle influence sur l'échiquier national? Kabila, il est dans quel schéma? Quelle est sa carte? Par rapport à ce qu'on voit à Kinshasa, il y a le PPRD qui semble être désarçonné et orphelin, et des départs massifs continuent à être enregistrés. Et le dernier cas en date est celui de l'ancien vice-ministre des Hydrocarbures, Moussa Mondo, qui a finalement adhéré officiellement à l'Union sacrée de la nation. Merci beaucoup, cher confrère. Je voulais aborder dans le même sens avec Maître Samuel, que moi je me situe dans le contexte biblique de ce qu'on dit vérité, le contraire c'est le mensonge. Et le père du mensonge est connu, Jésus l'avait déjà démasqué. Et la vérité est apparentée ou est synonyme de la fidélité, de la loyauté et de la réalité. Moi, je ne suis pas tellement partisan de cet adage ou de ce maxime qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Non, moi je ne suis pas là. Puisque vous savez, je peux prendre un exemple. Vous savez, beaucoup de couples patauges parce qu'il n'y a pas de vérité. Beaucoup de couples patauges, c'est parce qu'il n'y a pas de vérité. Le début a été mal amorcé. Il y a des gens, bon, moi je préfère les dire d'une manière cruelle. Il y a des gens qui se plaignent et disent, bon, écoute, parfois mon épouse ou mon mari dégage une mauvaise haleine, mais il faut le lui dire. Si tu ne le lui dis pas, on va se moquer de lui à l'extérieur. Et quand je te le dis, c'est pour que tu puisses guérir. C'est pas bien, c'est vrai. Donc, on dit la vérité que ceux qui ont un certain courage. Parce qu'il faut avoir le courage de dire la vérité et d'affronter la personne en face. Si, c'est ça ce que j'ai dit. Je dis beaucoup de couples se meurent puisque le début a été mal amorcé. Il n'y a pas eu de vérité. Ils ne se sont pas dit de vérité.
On a découvert des vérités dans le couple et ça choque. Voilà où toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est quand on la découvre alors qu'elle n'a pas été dite au départ. Et la vérité maintenant dans le milieu Plus politique. que la vérité dans possède de quoi? La vérité dans les milieux politiques, c'est la fidélité, la loyauté et la réalité. Et le contraire? Et le contraire, c'est le mensonge. Et malheureusement, nous avons un parti politique qui est connu dans ces mensonges, qui fabrique les mensonges, qui attribue les nationalités, et qui peut vous coller tout un mensonge. Et vous voyez que, déjà dans les milieux politiques, comme il a dit, c'est vrai que dire la vérité, parfois, ça choque. Mais il y a ce qu'on appelle un mensonge dosé, dans le sens qu'il a dit, il faut voir les contextes. Parce qu'il y a des choses il faut voir comment les dire, avec dose. Je donne les cas. Vous avez une mère qui souffre de l'hypertension, n'est-ce pas? Mais elle vient de perdre un être cher. Qui, par exemple, son grand frère et sa petite soeur. Vous pensez que vous pouvez avoir le courage d'aller les lui dire? Non. Et pourtant, c'est la vérité. Mais il faut voir comment contourner pour arriver à cette objectivité. Donc, à la vérité, ajouter la sagesse. Oui, ajouter la sagesse. Mais pas le mensonge. Dans la vérité, il faut ajouter la sagesse. Comment contourner? Puisque la vérité et le mensonge ne marchent pas de pair. C'est deux choses diamétralement opposées. Ceux qui sont du côté de la vérité sont loyaux, fidèles et sont dans la réalité. Et ceux qui sont du côté du mensonge sont des loyaux, des infidèles et des réalistes. Et aujourd'hui, dans l'agora sociopolitique, on vit l'intolérance. Est-ce que c'est parce que l'on ne veut pas que la vérité puisse percer nos cœurs pour qu'elle puisse nous transformer? Et à qui la vérité peut faire mal? C'est au parrain du mensonge. C'est celui qui est né dans les mensonges que la vérité peut lui faire mal. Et c'est pourquoi tu vois que ces régimes ne supportent pas la vérité. Parce que le parti est né dans le mensonge, conçu dans les mensonges, né dans le mensonge, grandi dans les mensonges. Comment ça, né dans les mensonges, grandi dans les mensonges? Il y a plusieurs éléments, je peux vous le dire. On nous a appris qu'Étienne Tshisekedi était docteur. Et il y a des gens qui l'appellent docteur Étienne Tshisekedi. Il a fait le docteur. Tu connais le sujet de sa thèse. Qui était membre du jury? Il a eu quelle mention? Et qui était les directeurs de cette thèse? On le présente comme le premier docteur en droit. Non, c'est ça ce que je dis. Présenter comme premier docteur en droit, c'est une chose. Mais entrer dans les éléments constitutifs de ces doctorats, c'est autre chose. Pour être docteur, moi je t'ai dit ici plusieurs fois, j'étais aux études, j'ai donné le sujet de mon mémoire avant que je ne termine même les études, la licence, jusqu'à ce que j'ai défendu ma licence. Et mon directeur est connu, c'est Bob Banzelino Giant. Il est connu, mon jury est connu. Mon université est connue. Tu comprends? Maintenant, quand on dit tu es docteur, il faut qu'il y ait une thèse, il faut qu'il y ait un sujet, il faut qu'il y ait un jury, il faut qu'il y ait une mention. Maintenant, les sujets de cette thèse-là, c'est lequel? Allez. Qui est le directeur qui a dirigé ce travail-là? Allez, répondez à ma question, on va évoluer. Oui, c'est ça. On quand je dis compris que c'est un parti qui est né dans les mensonges, déjà à partir de là, c'est un mensonge qui les colle, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y a les gens qui continuent toujours à nous boucher les oreilles. Premier docteur, premier docteur, premier docteur. Mais quand tu poses la question, quel est le sujet de ces doctorats, tu es haineux. Est-ce que l'intolérance politique, c'est parce que les gens ne veulent sont pas enclins à la vérité? Non, ils ne sont pas prêts à accepter la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est laquelle? On vole l'argent de la République. Quand tu dis ça, tu deviens un homme à battre. Allez, mais oui. Évoluons. Aujourd'hui, quand on parle de la vérité, on dit que, par exemple, la première participation de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde date de 1974 et c'est à l'issue
d'une coupe d'Afrique remportée par les Léopards. Par les Léopards, face, je pense, au Ghana ou à l'Égypte. Au Ghana. N'est-ce pas? Non, c'est pas face au Ghana, c'était face à la Zambie. En 74. Oui, on a joué 2 éditions. Première fois, c'était 2 buts partout. Et puis, je pense que c'était 24 heures, 48 heures après qu'on a joué. Et puis, Ndaye Mutumbula a marqué ses débuts qu'on a eu. À l'époque, on n'avait qu'un seul participant. Un seul participant. À la Coupe du Monde. Et il faut être champion d'Afrique. Il faut être champion d'Afrique. C'était les critères. Ouais. Et quand on dit Mobutu avait donné 2 coupes d'Afrique, mais vous avez des gens ici qui disent c'est pour la première fois qu'on participe en Afrique à la Coupe du Monde. Comme si la participation à la Coupe du Monde est la conséquence d'avoir un trophée. Quel est le trophée que nous avons eu? Mais quand on dit maintenant que Joseph Kabila est venu en dehors de l'équipe nationale de 1974, il y a eu le CHAN où nous avons eu 2009 et 2016. Oh non, vous êtes les haineux. Quand on vous dit pendant sa gestion, il y a eu le tout-puissant Mazembe en dehors de le trophée de 67, 68, et les demi-finales et les finales 69, 70, 70, 71, 72. Il y a eu quand même 2 coupes d'Afrique. Et la 3e, c'était puisque la Tunisie avait menti sur l'identité. Qui avait conduit à la disqualification de Mazembe. Janvier Bessala. Alors qu'on était au triplé. Tu vois. Et en dehors de ça, il y a une autre coupe de vainqueurs et puis il y a eu les super coupes. Donc, c'est une continuité. Est-ce que le prouesse sportive peuvent faire partie du bilan? Tu dis? Le prouesse sportive peuvent-elles faire partie du bilan? Et pourquoi il y a le ministère des Sports? C'est pour faire quoi? C'est pour vendre les cacahuètes? Pourquoi? Et tu sais que le sport, c'est un ministère générateur d'argent. Le ministère des Sports. Alors, soyons d'accord que la qualification de Léopard, c'est un exploit et ça fera partie du bilan du pouvoir actuel. Maintenant, quand on va dire la vérité, ces gens-là vont venir encore nous matraquer. Ils disent que la Constitution est écrite par les étrangers. Mais ceux qui nous ont qualifiés sont les enfants qui sont nés en Europe. Sont les binationaux. De quoi vous dites? Entre-temps, vous insultez les étrangers, vous insultez la loi fondamentale qu'elle est conçue par l'étranger, mais entre-temps, vous êtes là en train de chanter avec les enfants qui ont une double nationalité. Alors, et qui n'ont même pas une double nationalité. Puisque la France ne donne pas seulement double nationalité. C'est ouvert, plusieurs nationalités. Il y a d'autres qui peuvent être des Suédois, qui peuvent être des Allemands, mais d'origine congolaise, et qui on a convaincu de venir jouer sous les drapeaux de la RDC. Entre-temps, la loi fondamentale sur laquelle on a prêté serment, on insulte que c'est la loi des étrangers. Merci. Alors quand on dit cette vérité, vous allez nous dire, vous êtes les haineux, vous êtes les haineux. On vous dira la vérité. Cette vérité-là va vous choper. Vous exagérez par moment. Attends, cette question. Maître Samuel, oui. Dis-moi, de tous les enfants qui sont là, oui. En dehors de Chancel Bemba, qui est né au Congo? Aucun. Hein. La plupart même ne connaissent pas l'hymne national. Alors, Maître Samuel, avec vous, sur cette même question soulevée par Pius Romain, comment les prouesses sportives peuvent faire partie d'un bilan? Est-ce que ce prouesse-là, où on parle d'un bilan, ça se résume à la qualification, par exemple, d'une nation pour la phase finale de la Coupe du Monde, ou c'est plus que ça? On va aller au-delà et recentrer les débats. Je vais d'abord répondre par l'affirmative. Les prouesses d'une équipe nationale ou d'une équipe peuvent faire partie du bilan dans quel sens? Les ministères ont des attributions. Voilà. Le ministère du Sport chez nous aussi a ses attributions. Et dans ses attributions, on lui alloue aussi un budget. Et par rapport à ces budgets, il fait aussi un rapport. Mais maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce que les prouesses engrangées par notre équipe nationale peut réellement bénéficier au bilan de l'actuel ministre du Sport? Moi, j'ai dit entre parenthèses. Pourquoi? Parce qu'on sait tous que l'actuelle équipe nationale est le fruit des championnats étrangers. Au niveau national, chez nous, quel est le bilan et quelle est la politique sportive qui encadre les jeunes au niveau national? C'est à ce niveau-là qu'il faut parler du bilan. On ne va pas parler du bilan des gens qui sont pris en charge par des championnats étrangers. On ne va pas parler de leur bilan. Le bilan dont on doit parler, c'est chez nous.
Quelle est la politique sportive qui a été mise en place pour encadrer la jeunesse? Quel est le rapport qu'il y a entre le ministère des Sports et les fédérations qui sont les bras techniques du ministère des Sports en vue d'encadrer de la jeunesse? C'est quoi le bilan à ce niveau-là? Aujourd'hui, très cher Gédéon, ce n'est plus un secret pour quelqu'un. On ne sait plus où se trouve le championnat national. La Lina Foot, on n'en parle plus. Nous, on a connu l'époque où on parlait de Vita Imana. Vita Imana, c'était des grands rendez-vous. Mazembe Lupopo, Mazembe Vita Club, Mazembe de Ring. Vous avez au Kassai, il y avait Sangabalende et Aspantou. Peut-être pour vous compléter. Quand on parle du ministère des Sports, ce n'est pas le ministère du football. On parle du ministère des sports. Plusieurs disciplines. Mais aujourd'hui, toutes les disciplines ou les fédérations sont viables à travers la politique mise en place par le ministre Didier Boudimbo. Toutes les fédérations sont fiables. Bon. Vous savez, Gédéon, il ne faut pas être émotionnel. On a la fédération de la boxe qui est viable. Nous avons quelle infrastructure? C'est une autre paire de manches. Attention, ces enfants-là qui nous ont qualifiés à la Coupe du Monde, ils sont dans de très bonnes infrastructures. Si ces infrastructures étaient ici chez nous, je prends seulement les propos de Samuel Eto'o, qui avait dit en son temps, les jours où le Congo va réunir ses talents, il n'y a aucune équipe qui va battre le Congo. Permettez à Maître Samuel de chuter. C'est tout simplement la désorganisation, l'émotion. C'est l'émotion qui emporte. Pourtant, le ministère des Sports, comme je vous ai dit, vous avez par exemple le stade de Martyrs. Le stade Tata Raphaël, d'ailleurs, lorsqu'il pleut, on se pose la question si réellement c'est encore un autre stade. Le stade Mazembe, à chaque fois qu'on amène le Popola dedans, quand il y a une défaite, ce sont les chaises qui s'envolent. Bon, le stade Kalala Bonzola, Boujoumaï. Est-ce que depuis Kachala Bonzola, depuis qu'Ngoïka Sanja cessé d'être gouverneur, quel est le regard de ce stade? Permettez à mettre les suites. Tous ces éléments mis ensemble, on ne peut pas se targuer la poitrine que 52 ans après, nous avons amené... Tu sais, en 68, parenthèse, hein, tu sais pourquoi Mobutu est allé chercher les binationaux en 68? Tu sais pourquoi? C'est puisque lorsqu'il a invité Santos ici, avec Pelé, ils ont joué avec les nationaux. Hein. C'était les joueurs de Mazembe, de Vita et de Daring, et quelques joueurs. On a malmené Pelé ici. Pelé n'a pas pu s'en sortir ici au stade de Vernet. Mais quand les Black Stars sont venus ici, ils ont malmené notre équipe nationale. Les Simba, à l'époque. C'était pas Léopard. Non, les Léopards. Non, c'est... Suis-moi. Les Simba, c'est avec Mouzé. Suis-moi, je suis professeur d'enseignement gratuit. C'était pas les Léopards. Nous étions encore République du Congo. C'est quand nous sommes devenus République du Zaïre qu'on a mis Léopard. C'était des Simba. Avec le Mokili Sayo, le Kazadi, ça reste à vérifier. Parce qu'avec Mobutu, c'était toujours Léopard. Avec Mouzé, qu'on a changé d'appellation pour prendre le nom des Simba. Je t'ai dit les Simba. C'était pas les Léopards. Allez. Les Léopards, c'était en 74. Merci. Les Simba. Et c'est à la suite de cette défaite que Mobutu a eu ici au stade du 20 mai qu'il est allé chercher les binationaux. Les binationaux, dont certains, j'ai oublié les noms, il y avait même Kabamba Nicodème qui jouait. On a récupéré. Ce sont ces gens-là qui ont constitué l'ossature avec quelques éléments de Mazembe qui sont allés prendre la Coupe d'Afrique en 68. Mais en 74, l'ossature, c'était Mazembe, c'était Vita, merci. Et c'était Bilima et c'était Iman. Ouais, je redonne la parole à Maître Pius. On était en train de parler de prouesses sportives et les liens avec le bilan. Le sport permet, dans une certaine mesure, au rayonnement du pays. Avec le Léopard, on a vu comment ils ont rendu fiers toute une nation. Est-ce qu'à côté de ça, ça mérite que l'on dépense autant de moyens, rien que pour la qualification, pour la phase finale, le don de Jeep, le primes qui ont été données,
pour honorer nos léopards et tout ce qui va avec la cérémonie grandiose qui a eu à l'honneur de nos léopards après leur belle qualification pour la Coupe du Monde? Je crois qu'il est tout à fait normal de pouvoir gratifier les 11 nationaux pour les efforts qu'ils ont pu entreprendre. Jusqu'à quel niveau? Je vais en venir. Il est tout à fait normal de pouvoir les gratifier, de pouvoir les remercier. Ils ont fourni des efforts et de manière historique, nous revenons 52 ans après à la plus grande messe du football mondial. Mais il faudrait faire attention de ne pas donner lieu à un triomphalisme. Qu'est-ce que moi j'appelle un triomphalisme? Nous sommes à quelques mois des échéances proprement dites de la Coupe du Monde. 2 mois presque. 2 mois. 2 mois presque. On a eu à immobiliser les joueurs après la qualification à Kinshasa, je crois pendant plus d'une semaine. Ils ne sont pas rentrés dans leur club. Avec pour risque d'être suspendus pour certains, alors que nous sommes déjà à quelques semaines de la Coupe du Monde. Je crois que ça a été une mauvaise lecture des choses. Deuxièmement, que ce triomphalisme-là ne donne pas lieu à des dérapages. Quel est le premier dérapage que moi je constate? L'hyperpolitisation de la qualification de nos 11 nations. Vous savez, l'équipe nationale doit rester cet outil qui cimente notre unité nationale. Lorsque l'on veut utiliser l'équipe nationale comme un outil de propagande, on va créer des clivages qui existent déjà. Moi, je crois que ce sont des éléments auxquels il faudrait faire très attention. Parce que l'équipe nationale a besoin du soutien de tous les Congolais, de tous les bords, que ce soit de la mouvance, que ce soit de l'opposition, que ce soit de l'opposition, je ne sais pas, de gens qui sont à Goma, que ce soit des gens qui sont à Kinshasa. L'équipe nationale a besoin du soutien de tous les Congolais. Alors évitons de politiser la qualification de notre équipe nationale. Pourquoi? Parce qu'on risque de renforcer des clivages qui existent déjà. Alors pour revenir à la question liée à leur gratification, c'est pas mal de gratifier nos joueurs. Ils ont mouillé leur maillot, c'est une chose. Mais il faut faire aussi attention aux questions d'ordre d'éthique. Nous sommes dans quel environnement et dans quel contexte? Un environnement plus particulièrement sur le plan socio-économique où nous avons certains fonctionnaires qui se plaignent encore de leur rémunération. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais à quelle hauteur? Où aujourd'hui, on voit des joueurs être gratifiés comme s'ils venaient d'avoir une Coupe du Monde. Ils venaient de gagner la Coupe. Même lorsqu'ils ont eu la Coupe d'Afrique, ils n'ont pas été gratifiés comme ça. Et lorsqu'ils sont sortis 3e de la Coupe d'Afrique, ils n'ont pas été gratifiés comme ça. Moi, je crois qu'il faudrait faire attention aux questions d'ordre d'éthique. Parce que ça touche aux sensibilités. Le même ministère du Sport, là, il n'y a pas 2 mois ici, il y avait de la grève là-bas. Il y a des gens qui ont grévé et qui ont réclamé leur impayement de plus de 20 mois. Mais du jour au lendemain, lorsqu'il faut gratifier des joueurs, il y a des millions qui sont disponibles pour pouvoir gratifier. Quel message voudrait-on lancer avec cette cérémonie d'hommage et des dons à nos léopards, surtout avec cette hyper-politisation de cette qualification? Mais c'est tout ça le risque que nous reprochons et auquel nous demandons tout simplement aux responsables, non seulement politiques, mais aussi du secteur, de faire attention avec cette question. Parce que ce que nous ne voulons pas, qu'il y ait certaines personnes qui ne vont pas donner leur apport à l'équipe nationale. Ça serait très dangereux. Il ne faudrait pas que l'équipe nationale soit un outil de propagande. Il ne faudrait pas qu'on regarde l'équipe nationale comme étant une structure de l'union sacrée. C'est très dangereux. L'équipe nationale doit rester cet outil qui cimente l'unité nationale, derrière lequel se retrouvent tous les Congolais, et ensemble avec toutes les voix de la population, nous sommes en mesure de pouvoir pousser notre équipe à pouvoir faire un bon résultat à la messe à laquelle elle va prendre part très bientôt. Et pour cela, nous avons besoin d'éviter tous ces éléments liés au triomphalisme que je venais d'évoquer tantôt. Éviter de politiser la question. Éviter les dérapages qu'on a connus. Ici aussi, on a vu qu'il y avait un parti politique qui a été saccagé lorsqu'il fallait recevoir l'équipe nationale. Que tous ces éléments-là, nous décourageons cela. Évitons de politiser l'équipe nationale. C'est un outil important pour cimenter notre unité nationale et pour ce faire, accompagnons notre équipe nationale, que le politique qui met les moyens pour pouvoir amener notre équipe nationale là où elle se retrouve, qu'elle évite de pouvoir en faire une récupération politique. Et quelles sont les ambitions qu'on affiche en cette Coupe du Monde? On a suivi le président de la République qui avait dit qu'on ne sera pas trop exigeant, mais s'il arrivait que vous puissiez nous donner la Coupe, si les miracles arrivaient, en tout cas, je ne sais pas comment
cela vous sera récompensé. Mais quand il dit qu'on ne sait pas être exigeant avec vous, il ne sait pas aussi déterminer les objectifs à signer. Parce que c'est de l'argent du contribuable congolais. Il faut qu'en retour, ce léopard sache à quelle mission ils sont appelés à cette phase finale de la Coupe du Monde. On part à cette Coupe du Monde avec quelle mission, quelle ambition, quel objectif? Je crois les objectifs sont définis entre la fédération qui est les bras techniques du ministère et l'équipe technique ou bien le staff technique. Mais il a eu l'une des rares occasions, peut-être lui attend que le chef de l'État, d'en déterminer la ligne. Oui, je crois que c'est peut-être en tant que, comme tu l'as dit, en tant que chef de l'État, c'est peut-être dans une dimension purement politique, mais dans une dimension sportive, je crois que les objectifs sont définis entre la fédération et le staff technique. Et toute raison gardée, je crois qu'on n'y va pas participer pour pouvoir gagner la Coupe. Je vois très mal comment est-ce qu'on gagnerait cette Coupe du Monde. Parce qu'il faut aussi retenir que notre équipe nationale a été construite... Est-ce que ça, ce n'est pas un discours démoralisateur? Ça serait démoralisateur en quoi? On n'a pas le moyen. Qu'est-ce qui manquerait à cette équipe d'aller jusqu'à la finale? Il s'agit d'une grande messe du football mondial et à laquelle devront prendre part les grandes nations du football. Mais on a vu le Maroc à la récente Coupe du Monde créer la sensation, battre le Portugal, arriver dans le dernier carré. Le Maroc n'a jamais été le fruit d'une génération spontanée. Au Maroc, il y a des structures qui encadrent le football à partir des équipes d'âge. Mais chez nous, notre équipe nationale, c'est généralement le fruit des générations spontanées. Il y a une génération qui passe, il y a un vide qui reste et une génération qui vient. Et alors, avec cette façon de faire, il est difficile de pouvoir attendre des résultats, surtout à ces niveaux-là mondial. Moi, je crois qu'on y va pour une participation et espérons que la participation ne sera pas honteuse. C'est tout ce que nous souhaitons. Allez, on veut surtout juste ne pas rééditer la scène. Je voulais parler de l'exploit. Non, oui, l'exploit en mauvais sens. Non, en 1974, nous avions une très bonne équipe. Très, très bonne équipe qui faisait peur. En 1974. Mais on a ramassé 9-0 face à l'ex-Yougoslavie. C'était un problème d'argent. Le gouvernement allemand avait alloué, selon ce que moi j'ai lu dans les livres de Brinch Chinabo, 72 000 Deutschmark à chaque joueur. Les Aïrois ont appris que cet argent avait été pris par Sampasa Kaweta Milombe. Ils réclamaient maintenant leur argent. On les a menacés. Si vous ne jouez pas, vos femmes qui sont restées ici et les maisons que vous avez eues de Léopard, de Salongo, vous seront ravis. Alors, pour éviter cette confrontation dictatoriale, ils se sont entendus de saboter les matchs. C'est ça la vérité. Ils se sont entendus de saboter les matchs. On a vu que les meilleurs gardiens, avec laquelle ils ont les meilleurs gardiens à l'époque qui étaient là, c'était Kazadi Momba, qui n'encaissait pas facilement. On l'appelait cerf-volant. Oui. Il n'encaissait pas. C'était meilleur. On l'appelait le léopard d'ailleurs, puisque ce nom-là lui avait été attribué. Puisque lui-même, dans le coin là, je l'ai vu jouer. En fait, ici, comme il a dit, il n'y a que deux disciplines qui nous mettent d'accord. C'est la musique et le sport. Alors quand il dit... Non, la musique ne nous met pas d'accord. Hein. Il y non, a des camps. Non, la musique... il y a des camps. Non, il y a les Gaulois, il y a les... Non, moi je n'ai pas... On appelle ça comment? Non, ça sont des petits esprits. Moi j'écoute toute musique. D'ailleurs, la musique n'a pas de frontières. On écoute toute musique. Je peux écouter Luambo, j'écoute Wenge, j'écoute Zaiko, j'écoute Papa Wemba, j'écoute Pepe Kale. Il n'y a aucune frontière. Mais ici, lorsqu'il parle de la politisation, il faut faire très attention puisque la fédération n'aime pas l'immixtion de la politique. Non. La FIFA n'aime pas l'immixtion de la politique. Non, c'est... Je dis... La cérémonie qu'il y a eu, c'est loin de l'immixation de la politique. Il y a une mixation quand la politique cherche à s'interférer dans la gestion du football, de l'organe technique qu'est la FIFA, ainsi de suite. Très politisé, puisque lorsqu'on parle Tina 3,
C'est-à-dire la qualification tient à 3. C'était dans un cadre bien précis. C'est politique. C'est pourquoi, tu sais, Prince Epengel avait dit, hein, à l'époque, quand les léopards jouaient, à l'UDPS, on priait pour que les léopards échouent. Pourquoi? Puisque cette victoire serait donnée à Joseph Kabila. Mais ici, moi, j'étais là où est assis Maître Samuel, avec la consoeur, 48 heures avant. J'ai dit, nous avons 70% de chances de gagner à moins d'y mettre l'organisation, la planification. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, en retardant les joueurs ici, certains sont déjà sanctionnés là-bas. Ils n'auront pas le temps de jeu. On peut les libérer peut-être 2 semaines. Négativement l'équipe. On peut les libérer 2 semaines avant le mondial. Il faut chercher les matchs amicaux, les rencontres amicales. Vous savez que tout ça, cette organisation, même quand lui-même dit on ne va pas vous tenir rigueur, ça c'est encore grave. C'est encore grave. Puisque toute équipe qui s'engage dans une compétition, le premier objectif, c'est de passer le premier tour. C'est le premier objectif. C'est-à-dire, je pars là-bas pour être dans le second tour. Mais quand tu dis, bon, allez-y comprendre, c'est comme ça que ça s'apparente de la gestion des affaires de l'État à la gestion de la politique, où on est allé prendre leurs enfants qui vivaient avec eux à Matongé, à Bruxelles, on les a amenés ici, qui sont nos frères. Nous acceptons, mais nous vous refusons. Merci. Alors, les léopards, ce n'est pas une équipe de l'Union Sacrée. Si vous dites que c'est l'équipe de l'Union Sacrée, nous tous, nous allons réveiller nos ancêtres. Alors, on s'est dit, si la RDC a manqué de près par 2 fois la qualification pour la Coupe du Monde, c'est à cause de l'UDPS. Bon, c'est en centenaire, c'est qu'a dit. Oui, c'est Prince Epengel qui l'a dit. Il a dit, même quand les léopards ont gagné le CHAN, le premier CHAN en Côte d'Ivoire. Mais à l'UDPS, on priait pour qu'on échoue. En 2016, le rassemblement, Prince Epengel a dit, au rassemblement, on priait pour qu'on échoue, sinon la victoire serait entre les mains de Joseph Kabila. Donc si on a raté 2 fois la qualification, c'est à cause de l'UDPS. Ah là là. Bon, vous êtes d'avis que c'est à cause de l'UDPS qu'on a manqué 2 fois de suite la participation pour la Coupe du Monde? Étant donné que la question reste sportive, je préfère rester dans un contexte purement sportif et ne pas déborder au-delà. Allez, merci beaucoup. Ouais. Allez, on parle du conclave. J'ai posé la question à Pius Romer, à laquelle il n'a pas répondu. Je préfère que l'on ouvre avec cette question avec vous ou avec Pius Romer. Je ne sais pas qui prend la main. Non, je prends la main. Allez, Kabila. Puisque balobi que français paie le pote le kimingi. Toi tu vois, mais quand je veux parler Swahili, toi tu sauras. Balobi que Kabila a abandonné le PPRD. Il désarçonne de plus en plus les fronts communs pour le Congo. En s'intéressant au mouvement Sauver le Congo, quel message qu'il veut lancer? Quelle influence jouit aujourd'hui? De quelle influence jouit aujourd'hui Sauvons la RDC sur l'échiquier national, surtout au moment où la plupart des caciques continuent à traverser avec armes et bagages vers l'Union Sacrée. Les derniers candidats étaient celui de Moussa Mondo. Oui, d'abord il faut comprendre que Joseph Kabila n'a pas pris congé du PPRD, ni du Front commun. En fait, nous sommes dans un environnement où le pouvoir actuel muselle l'opposition. Vous le savez, l'UDPS a commis beaucoup de dégâts à l'époque de Joseph Kabila. Beaucoup, jusqu'à ce que son président national avait même prêté serment dans sa maison. On ne l'a jamais incarcéré. Sur cette même constitution. Oui, l'UDPS a brûlé les maisons, les sièges des partis politiques. J'en connais. Même Pius Mwabilou qui s'est approché de l'UDPS, c'est la plus grande victime. Sur la 4e rue, on avait brûlé son siège. Je ne sais pas si on a reconstruit, hein, s'il y a encore de conteneurs. Tout ça, ce sont les séquelles de la barbarie de l'UDPS. Il y a même Steve Mbikaï qui avait connu ces cas. Le RCD, plusieurs partis politiques ont connu ce genre de choses. En arrivant au pouvoir, l'UDPS a réédité le même exploit comme le père en s'affichant comme l'unique parti, en envoyant Constant Moutamba pour aller sceller le siège du PPRD. C'est-à-dire le PPRD vit,
Mais on l'empêche de vivre par le pouvoir en place. Alors que le pouvoir dit que c'est une opposition pétée. Mais une opposition pétée, pourquoi vous allez sceller le siège? Mais bien avant les scellages, le PPRD n'avait plus le moyen de son expression. Oh, c'était un parti qui était devenu quasiment aux abonnés absents, non, sans les actions de terrain. Non, pour vous, être parti politique... Dit, les PPRD étaient-ils désarçonnés par le retrait ou le silence prolongé de Kabila? Ce sont des questions que l'opinion se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila compte sur l'IDPS ou sur les PPRD? Ou c'est le PPRD qui compte sur Kabila? Pour vous, être parti politique, il faut être dans la rue, vous cassez, vous brûlez les bus, vous appelez à la ville morte. C'est ça être un parti politique. Non, il ne faut pas confondre la barbarie de l'UDPS. Vous voulez la faire croire que tous les partis politiques doivent se comporter comme l'UDPS. Je vous ai dit que le parti politique... Mais à l'interne, une des sources introduites à l'interne, on voit un abandon de Kabila. S'il te plaît, moi il y a même certains leaders aujourd'hui qui commencent à se positionner autrement, peut-être en attendant le dialogue, parce que Kabila les a abandonnés. Il ne parle plus presque avec le membre de son parti. Tu ne discutes pas avec moi. Non, je contextualise et je donne le fait. Laisse-moi te donner les éléments. Moi, je couvrais les activités du PPRD. Il y avait les activités chaque jour. C'est quand la dernière fois que vous avez couvert l'activité du PPRD? Maintenant, là, quand vous demandez une question alors que je n'ai pas fini, vous allez sur une autre question. Vous voyez que là, vous êtes en train de... Non, je dis, c'est quand la dernière fois que vous avez couvert l'activité du PPRD? Je dis avant que le siège ne soit fermé. Avant que le siège ne soit fermé, il y avait la Ligue des femmes. Janine Mabunda était là, plusieurs femmes, plusieurs cadres. Francine Mouyumba était là. Elle n'a pas traversé elle aussi? S'il te plaît. Pourquoi plusieurs questions? Comme ça, je vais répondre à la question. Ce sont des informations sur lesquelles on voudrait avoir des réponses. Elle n'a pas traversé parce que moi j'ai échangé avec elle. C'est l'UDPS qui a créé ces mensonges. Depuis qu'on avait dit qu'on va la présenter, pourquoi on ne l'a pas encore présentée? Quand je vous dis qu'il y a des partis qui sont nés dans le mensonge, on a écrit sous la toile que bientôt on va présenter Janine Mabunda. Ça fait combien de temps? Les bientôt là, ça fait combien de temps? En fait, le PPRD est mis dans les conditions de ne pas fonctionner par le régime en place. Puisque le parti politique, c'est le miroir des futurs cadres gestionnaires de la République. Où on doit avoir les écoles du parti, où on apprend le civisme, on apprend la gestion. Mais le parti politique chez nous, on recrute les badauds, il faut casser les véhicules, il faut brûler les véhicules, il faut aller brûler les sièges de parti. C'est ça que vous appelez parti politique? Non, ça c'est la barbarie, l'anarchie. Alors quand vous dites, est-ce que le PPRD compte sur Kabila, est-ce que Kabila compte sur le PPRD? Tous, puisque étant les cerveaux moteurs, tout à fait normal que les cadres comptent sur Kabila. Et comme les cadres sont nombreux que le PPRD est implanté sur l'ensemble de la République, Kabila ne peut pas se faire voter de soi-même. Il doit avoir une architecture politique. Maintenant, parlons de Sauvons la République démocratique du Congo. Et les départs qui sont enregistrés alors que Kabila crée Sauvons le Congo, dont l'influence semble être faible sur le terrain, d'après une certaine opinion. Mais je t'ai parlé ici de la vérité. La vérité est liée à la loyauté, à la fidélité, à la réalité. C'est ça. S'il y a des gens qui sont infidèles, les gens qui sont déloyaux, pourquoi voulez-vous que moi j'aille leur dire non, restez au parti politique? Là, ils sont partis. Ils seront toujours la même chose, même lorsque moi, Pius Romain Roland, demain je serai président de la République, ils seront le premier. Les amis de Pius, nous sommes les Piusistes. C'est comme ça. Du moboutisme, séguédisme, kabilisme, tout. Ils viendront vous dire, je suis Piusiste. Mais ce sont les gens qui ont traversé toujours le même régime. Alors, c'est la République démocratique du Congo. Moi, j'ai compris la création de ces structures du fait que Kabila était accusé injustement de faire partie de l'AFC M23. Est-ce que, au premier conclave et au deuxième conclave, quels sont les membres de l'AFC M23 que vous avez vus là-dedans? Mais récemment, Kagame n'a pas dit le contraire. Ah, écoutez. Aujourd'hui, vous croyez à Kagame. Quand Kagame vous insulte ici, vous n'y croyez pas. Hein?
Et c'est Kagame que vous allez... Kagame a dit quoi? Il a répété seulement ce que Kinshasa relaie. Kinshasa relaie quoi? Kabila, c'est lui le patron de l'AFC M23. Maintenant, quand tu leur poses la question, à Doha, vous négociez avec qui? On nous a imposé. C'est ça la réponse. Or, la logique serait, comme c'est lui le patron de l'AFC M23, on négocie avec lui. Est-ce qu'à Doha, on voit le visage de Joseph Kabila? La création de Sauvons la République démocratique du Congo, c'est pour dire à tous les cancrelats qui créent des mensonges que Kabila, je ne peux pas retirer. On est dans une émission sérieuse. Non, ces pays ici se meurent puisque il y a des gens dont leur demeure devrait être au centre neuropsychopathologique. Mais ils sont dans la société en partageant les réseaux sociaux, les micros avec nous. Et c'est comme ça que la société est dénaturée. D'où il faut le remettre. Jésus a appelé les chats par son nom. Hein. Il a traité les pharisiens de vipères, race de vipères. Mais pourquoi on ne peut pas traiter certaines personnes de cancrelats? Puisqu'il dénature la République démocratique du Congo. Il vous a dit, vous m'avez accusé d'être le patron de l'AFC M23, mais là, il a sa structure. Cette structure qui était en conclave du 6 au 8, maintenant je pose la question. Avez-vous vu un visage ou une image d'un membre de l'AFC M23 de cette structure? Ou quand on a posé les signatures sur les communiqués, avez-vous vu la signature de Corneille Langa, de Makenga, de Adam Chaloué, de c'est qui encore ici, Henri Magie, de Laurence Kanyuka et tout ce monde-là? C'est dans cette idée-là que moi j'ai compris que Sauvons le Congo, c'est pour dire à tous ces troubadours-là, politiques, que Kabila n'est pas lié à l'AFC M23. L'AFC M23 est en discussion avec le régime de Kinshasa. Il faudrait que le régime de Kinshasa nous dise, c'est le 40e round. 9e round. 9e. Qu'on nous dise ici au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième, au huitième, Kabila était là. Il ne faut pas boucher les oreilles aux gens tout simplement que non, que c'est Kabila qui est le patron de l'AFC M23. Mais quand vous allez sur la table de discussion, vous ne le voyez pas et vous ne voyez même pas son délégué. Merci. Maître Samuel, on parle de Sauvons le Congo avec le deuxième conclave qu'ils ont tenu. Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila, à travers cette plateforme qui le porte, cherche-t-il à se présenter un acteur clé ou il est plutôt dans un autre agenda, avoir une branche politique qui lui confère une certaine influence sur le chiquier national? Et parlant de l'influence sur le chiquier national, est-ce que Sauvons la RDC est à même aujourd'hui de mobiliser la rue et de rivaliser d'ardeur avec le pouvoir en place? Alors, d'entrée de jeu, l'ancien président de la République ou le président de la République honoraire Joseph Kabila est un acteur clé de la scène politique congolaise. On ne va pas se voiler la face dessus. C'est un acteur majeur de l'espace politique congolais, quoique il pèse sur lui une condamnation à mort. Mais il reste de base un acteur politique majeur et pas de moindre de l'espace politique congolais. Alors, c'est vrai qu'il a été mis en place une structure qu'il chapeaute, qu'on appelle Sauvons le Congo, et qui a tenu Sauvons la RDC. Ouais. Pour faire la différence avec Sauvons le Congo du pasteur Coutinho. Alors, il y a des éléments il y a des éléments qui ont retenu mon attention par rapport avant le communiqué. Le premier élément, c'est le caractère tardif de l'annonce du conclave. Le conclave, c'est d'abord tenu. Et l'annonce a été faite, je crois, le communiqué a été porté à la connaissance du public, je crois, 1 ou 2 jours après. Je me pose la question, c'est pourquoi? Peut-être c'est pour des raisons stratégiques, en ayant peut-être lu, en me fiant au rapport que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux. Ils se sont dit que c'était pour des raisons sécuritaires, qui n'ont pas voulu porter à la connaissance du public le lieu et les moments où devait se tenir le conclave. Bon, ça c'est dans leur stratégie. Mais un autre élément, moi je vais plutôt aller dans les raisons pour lesquelles ils se sont réunis. Ils ont évoqué sur le plan politique des raisons d'ordre que je vais appeler... ils ont qualifié l'actuel régime d'être une tyrannie et pour ce faire, il fallait que tous les Congolais s'élèvent pour pouvoir mettre fin à cette tyrannie.
Ils ont évoqué les questions d'ordre économique en disant que la gouvernance était une gouvernance qui réellement fragilisait les pays par rapport à tout ce que nous connaissons comme dilapidation de fonds du trésor public. Et pour chuter, ils ont recommandé à ce que le gouvernement puisse parachever le processus de Doha et puisse très vite convoquer ou bien aller ensemble avec tous les Congolais au niveau d'un dialogue inclusif avec tous les Congolais. Pourquoi j'aimerais plus m'atteler sur la chute? Parce que pour moi, je crois que la seule façon dans laquelle nous devons sortir de cette crise, c'est le dialogue. Nous ne sommes plus au moment d'affrontement. Nous avons connu un affrontement qui a été virulent entre le pouvoir et entre l'opposition. Nous avons connu à un moment donné des paroles qui allaient dans tous les sens. Nous avons connu ce que je vais appeler des colibés. On a connu des discours virulents de part et d'autre. Cela ne nous a pas donné le résultat. Présentement, nous sommes dans un processus que moi j'appelle un processus de sortie de crise. Et je pense qu'il serait préférable que tous les Congolais, de tous les bords, se retrouvent autour d'une table. Pourquoi? Parce qu'en soi, la question congolaise ou bien les difficultés dans lesquelles nous nous retrouvons présentement sont connues de tous. Que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau international. C'est connu. Alors pour pouvoir les régler et sauver notre pays, parce qu'il est ici important de dire une chose, c'est que notre pays est au bord du précipice. Pourquoi? Parce que nous avons une partie du territoire national où ça fera pratiquement maintenant plus de 5 ans, qui n'est plus sous la gestion de Kinshasa. Malgré l'accord avec Washington, malgré les négociations, malgré les pourparlers, il n'y a pratiquement pas et l'accord, 9 mois après, toujours rien n'avance. Rien n'avance. Et c'est aujourd'hui qu'on va proroger l'état de siège à l'Assemblée nationale. Selon le calendrier. Dans la province de l'Itourie. Oui, on va proroger. Et entre-temps, on demande de changer la constitution, mais on proroge encore l'état de siège. 219 le frappe. Voilà. Nous sommes au bord du précipice et il est important qu'on en sorte. Pourquoi? Parce que si la situation reste indemne, nous avons des menaces sérieuses telles que l'ancien chef de l'État a dit de soudanisation. Moi, je n'ai pas seulement besoin de pouvoir m'atteler sur ce mot, mais j'ai plutôt besoin de faire voir à la classe politique l'intérêt qu'il y a C'est qu'on fait peur au sein de l'opinion, mais on ne veut pas travailler pour éviter ce que l'ancien chef de l'État a lancé comme alerte. Mais c'est là que j'en appelle à la responsabilité de la classe politique. Vous allez avoir la parole. Non, c'est pour le compléter. Oui. Il y a les acteurs politiques qui travaillent pour que la guerre perdure, pour avoir le prétexte de ne pas organiser les élections. Voilà. Mais c'est ce qui sera encore dangereux et surtout pas responsable. Ouais. Pourquoi? Parce que vouloir s'atteler uniquement sur un plan militaire a apporté quoi dans la question de la pacification de l'Est de notre pays? Elle a apporté quoi comme résultat? On est parti sur l'option militaire, mais l'option militaire jusqu'à présent n'a pas encore apporté les résultats escomptés. Et nous pensons qu'il serait préférable d'aller sur un dialogue. Pourquoi? Parce qu'au travers d'un dialogue, on pourrait obtenir ce que les armes ne nous ont pas encore donné jusqu'à ce jour. On pourrait l'obtenir autour d'une table. Et nous savons tous que si les acteurs politiques se retrouvent autour d'une table, ça fait partie de notre histoire politique. Il y a toujours eu des solutions qui ont toujours découlé des discussions lorsque les Congolais se retrouvent. Mais qu'est-ce qui nous manque pour l'instant à y parvenir? Un manque de volonté de part et d'autre. Un manque de volonté de part et d'autre. Le risque, c'est lequel il ne faudrait pas qu'on fasse croire à l'opinion qu'il y a des intérêts ou des dividendes qu'on aimerait tirer de la persistance de la crise sécuritaire dans laquelle nous sommes. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'il y a certains qui en tirent des profits, qu'il y a certains qui en tirent des dividendes. Et ce ne serait pas normal et ça ne serait pas correctement indiqué. Et on évoque aussi la question liée à un éventuel référendum entre guillemets. Ça serait encore dangereux dans le contexte dans lequel nous sommes. En a parlé dernièrement. Ça serait encore dangereux. Pourquoi? Parce que ça serait nous mettre là à pouvoir consacrer la partition de notre pays. Parce que lorsqu'on va effectuer un référendum, on va l'effectuer sur quelle étendue du territoire national? Parce qu'on sait qu'il y a un problème de l'unification du territoire national. On va l'effectuer à quel niveau? La souverainisation dont parle Kabila, elle est à quel pourcentage près? En termes de pourcentage, je ne sais pas indiquer le pourcentage exact, mais de manière claire et de manière palpable, nous voyons que la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, étant donné qu'il y a une partie de ce pays qui ne se retrouve pas sous la gouvernance républicaine de Kinshasa, cette partie de la République risque par un simple coup de flamme
être emportés par une initiative tendant à pouvoir s'autodéterminer par eux-mêmes. Et ça serait très dangereux. Pourquoi pas? C'est la partie de la République qui a fait plus de 30 ans sous les affres de la guerre. C'est la partie de la République qui a connu le plus de cas humanitaires depuis plus de 30 ans. Moi, je crois que c'est la partie la plus fragile de notre pays. Et nous n'accordons pas aux originaires de ce coin-là des arguments nécessaires pour pouvoir leur amener à pouvoir s'autodéterminer. Parce que si ils arrivaient à pouvoir procéder par cette procédure d'autodétermination, ça va aboutir par quoi? Ça risque d'aboutir par une partition. Parce qu'on doit agir le plus tôt voilà pourquoi possible. il serait préférable le plus tôt possible d'aller autour d'une table. Parce au risque que la population commence à se faire. Mais la population risque de pouvoir trouver ce mouvement-là normal et penser que ça pourrait être une alternative pour eux à tout ce qu'ils ont connu comme problème sécuritaire. Ça fera plus de 30 ans. Parce qu'en janvier prochain, il faut rappeler que la rébellion, depuis la chute des principales villes de l'Est, dont Goma et Bukavu, fera 2 ans. Ça fera pratiquement 2 ans. En 2026. Ça fera 2 ans. En 2027, janvier-février. Ça fera 2 ans qui sont carrément... Ils vont s'y habituer. C'est ça le problème. Ils vont s'y habituer et ils peuvent penser que ça peut être pour eux une alternative aux problèmes sécuritaires qu'ils ont plus de 30 ans. Et c'est une chose que nous ne voulons pas. Je crois que ça serait un acquis pour l'actuel régime de pouvoir léguer le pouvoir et tous les emblèmes du pouvoir, y compris l'unité du territoire national, comme ils l'ont acquis en 2019. Ça va redorer l'image de l'actuel régime, ça va redorer l'image du chef de l'État, plutôt que de pouvoir aller à une remise et reprise avec un territoire qui sera partitionné. Ça va plutôt davantage entacher même l'image de l'actuel régime. Plus Romain, 2 minutes. Sauvons la RDC dénonce le projet d'arrivée des migrants à Kinshasa. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet qui suscite débat? Pourquoi une certaine opinion est contre l'arrivée des migrants chez nous? En 2 minutes, on est à la fin, on doit vous libérer pour que vous puissiez aller au cours. Je pense que le régime en place n'a pas encore mesuré la dangerosité de cette décision. N'a pas encore mesuré. Vous savez, comme l'a dit Maître Samuel, il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que les territoires qui sont occupés, il suffit tout simplement que la population qui est là se décide d'autodéterminer et qu'il y ait un pays qui envoie l'ambassadeur, qui reconnaît, je vous dis que ça sera difficile de reconnaître. Il y a des États qui vivent sans reconnaissance internationale. Non, attention, il y a des États. Vous avez le Sahara, le Sahara occidental. N'est-ce pas? Mais le Sahara occidental, l'Algérie reconnaît. Il y a eu l'autodétermination. Ils ont écrit à l'ONU. C'est ça ce qu'il faut éviter. Et c'est ça même l'importance de l'appel de l'ancien chef de l'État, de faire attention à la soudanisation. Mais ici, vous avez des gens dont leurs têtes ont disjoncté. On a Kabila veut soudaniser la République. Il vous met en alerte. C'est à vous de saisir l'occasion de dire, les ingrédients sont là. Puisque le dernier communiqué du conclave, Maître l'a relevé, dit quoi? On appelle au dialogue. C'est-à-dire, on a essayé tout, l'escalade verbale, les injures, on a mis les procès, on a tout essayé, loi de programmation militaire, on a envoyé les drones, ça a mené quoi? Rien. Et ça n'a amené que de remplir nos terres, au fait, des cadavres. Ça remplit que nos terres des cadavres, de part et d'autre. Puisque la guerre, la balle n'a pas de choix. Hein. Dire que, bon, écoute, toi, tu as un nez pâteux, toi, tu as un nez pointu. Écoute, quand tu as un nez pâteux, je vais éviter la trajectoire. Celui qui a le nez pointu, je vais... Non, la balle touche tout le monde. Maintenant, pour arriver à mettre fin à cette histoire, c'est pourquoi celui qui est accusé injustement d'être de l'AFC, il s'est dit, on attend les conclusions. Et on a demandé à Kinshasa et à l'AFC, ce sont eux qui ont levé les armes.
Kinshasa et l'AFC ont levé les armes pour se faire la guerre. Ce n'est ni le PPRD, ni le FCC, ni Joseph Kabila. Non, ce sont ces deux. Maintenant, il y a des acteurs qui leur prodiguent des conseils. Ce que vous faites là, regardez le danger dans lequel vous courez notre pays. Évitez ça. Allons au dialogue. Mais alors, comme il y a les gens qui pensent toujours que le pouvoir est éternel, c'est une monarchie, on a eu combien de dialogues? Ça a résolu quoi ça? Le dialogue a résolu beaucoup de choses. Le dialogue a résolu beaucoup de choses. Alors, parlons de Et le dialogue est permanent dans tout le pays. Mais ici, chez nous, vous avez, comme je le dis, vous avez une classe politique pourrie. Et les refus d'aller au dialogue, c'est lesquels? Mais c'est de rendre compte de la gestion de la République. On va demander comment vous avez géré la République. C'est là où vous verrez la réalité des choses. Puisqu'il y a de l'argent qui sont sortis, moi je vais poser la question. Pourquoi vous avez laissé notre championnat évoluer? Vous avez donné 44 millions aux équipes occidentales. Ça se justifie comment? L'argent qu'on a donné là est sorti de quelle ligne budgétaire? Les véhicules qu'on a payés. Un véhicule, on m'a dit c'est combien? 180 000 $. Vous savez, 180 000 $ va payer combien de policiers et militaires? Et quand on va dire ça, on va nous indexer comme si nous soulevons les policiers et les militaires, alors que les actes qu'eux-mêmes posent sont visibles au vu aussi de tout le monde. Quand vous donnez ces véhicules-là, d'abord ces enfants-là manquent de véhicules. Ces enfants-là manquent de véhicules. Là où ils sont. Ils n'en manquent pas. Évoluons. Est-ce qu'il manque des maisons? Il n'en manque pas. Nous devons vous le on pouvait même, pour éviter de blesser l'opinion, puisque nous sommes en période qui est très sensible, où il y a les affrontements militaires. Merci. Et nous avons besoin que nos militaires, nos voyants militaires, soient bien pris en charge. Merci nous avons besoin que nos enseignants, les professeurs soient bien pris en charge. Nous avons besoin que nos médecins soient mieux pris en charge. Vous avez le cas d'illustration de ces médecins qui a giflé la patiente là. C'est dans quel hôpital? Hôpital public. Pourquoi les 180 000 $ qu'on a donnés à un véhicule ne pouvaient pas répondre à un hôpital? Merci beaucoup, plus Romain. Nous devons évoluer. Ce sont les choses qui fâchent. Voilà pourquoi Sauvons la République démocratique du Congo s'est mis dans cette posture à appeler au calme, au dialogue pour résoudre les problèmes. Merci. Alors, comme eux veulent garder leur pouvoir au travers la guerre, en tout cas, merci beaucoup. Il faut manger le piment. Aller tout droit à l'essentiel. Arrivée des migrants à Kinshasa. Et l'affaire qui fait polémique. Pardon, je vais vous revenir. La question des migrants. Vous avez posé votre temps d'antenne. 30 secondes. La question des migrants. C'est mieux que vous preniez ça à la fin. Je termine, s'il te plaît, je termine. La question des migrants. Vous savez que les États-Unis... N'allez pas dans tous les sens, allez à l'essentiel. À l'essentiel. Vous savez que les États-Unis ont été créés par les barbares, les voyous, les brigands, écossais, anglais, irlandais. Ils ont exterminé les Amérindiens. Maintenant, vous allez prendre ces voyous-là. Vous les amenez ici chez nous. Ils seront d'abord où? Dans quelle province? Ils seront à Kinshasa. À Kinshasa? Les Koulouna, je t'ai envoyé. Pourquoi tu n'as pas balancé les vidéos là? Des cambriolages ici matin, midi, soir. Et puis nous n'avons pas l'électricité ici. Ces gens-là sont habitués à manier les armes. Non. Leurs profils sont bien étudiés. Quel profil? Là, vous sophistiquez des choses. Non, attends, on les chasse dans un pays où le système judiciaire est plus élevé, plus respecté, et on vous envoie ici chez vous. Avec ces gens, d'abord, est-ce qu'on les a examinés? Ils sont à ce jour illégaux aux États-Unis, c'est pour cela que Trump met à la porte. Mais pourquoi ne pas leur remettre dans leur pays? Est-ce que ces gens-là n'ont pas le sida? Et je crains que les femmes qui seront là-bas seront prises par ceux-là qui aiment prendre les femmes. Et ce sera encore un autre problème des enfants qui seront nés de... Non, il n'y a pas de procès de détention, parce qu'il y a des dégâts qui se commettent ici. Ces gens-là vont venir faire quoi ici? S'ils sont connus que ce sont les Afghans, les Latinos, mais leurs pays sont connus, pourquoi ne pas les envoyer dans leur pays? On veut les envoyer ici chez nous, ils seront où?
Dans les bandes où... Maluku et Mansele, je crois que ce sont les deux communes qui sont choisies pour placer ces migrants. C'est quoi ça, cette histoire? Ça maître Samuel. Plus commun arrière Moussoïl. Alors, par rapport à la question... Chute migrants et aussi l'affaire qui fait vivre polémique dans l'opinion, l'affaire du film de 6 minutes pour 1,6 million de dollars, dénoncé par le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa. Qu'est-ce que vous en pensez? En 1 minute, chuté. D'accord. Par rapport à la question des migrants, d'abord, moi, ici, je veux m'attaquer au caractère immédiat et prématuré de l'accord. L'accord est annoncé à l'opinion publique et l'accord doit s'exécuter dans les jours ou les heures qui suivent. Moi, la question que je me pose ici, sur une question aussi sensible comme celui qui concerne un déplacement migratoire, un déplacement d'un peuple, peut-on se lever du jour au lendemain et faire une annonce et passer directement à une exécution? Moi, je me pose la question de savoir si réellement cette question a été suffisamment mûrie. Parce qu'ici, l'on parle d'un accord. Quand on parle d'un accord, ça veut dire qu'il y a déjà eu un engagement entre le gouvernement de Kinshasa, entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement américain. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un accord. Mais est-ce que cet accord a été régulier? Est-ce que cet accord vise à pouvoir réellement protéger notre population? Le contexte sécuritaire dans lequel on se retrouve aujourd'hui, est-il favorable à pareils accords? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, je crois que pour des questions aussi sensibles, il serait préférable que la question soit examinée de manière participative, pas seulement par le gouvernement. Et même si c'était seulement le gouvernement, qu'est-ce qui nous fait dire que le fait que les États-Unis accélèrent ce processus maintenant vous inquiète? Pas seulement ça nous inquiète, mais on craint. Parce qu'aujourd'hui, les personnes là visées seront ici à Kinshasa et à Maluku. Qui sont ces gens-là? Ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière aux États-Unis. Ils seront pour combien de temps ici? Mais c'est la question que nous nous posons. Est-ce que cette question a fait l'objet d'un examen sérieux? Ils seront pour 2 semaines, 6 mois, 1 mois, parce que j'attends un ministre qui a dit le délai ne sera pas au-delà de 6 mois. Les délais, les dates qu'ils ont signées, leurs pays sont connus. Les transitoires migratoires. Ça ne sera pas plus de 6 mois qu'on va déplacer ça, un peuple. Ça va de quelques jours ou quelques semaines à quelques mois. Mais voilà pourquoi il est important de clarifier cet accord. Voilà pourquoi notre pays, dans ses textes, lorsqu'il traite des questions liées aux accords, elle dit comment est-ce que les accords doivent être régulièrement conclus. De manière claire. L'approche doit être participative. Il faudra qu'on associe les représentants du peuple dans cette question pour qu'on soit en mesure de comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit, que les mesures qui seront prises fassent l'objet, ne serait-ce que d'une réflexion suffisamment mûrie. Il faut savoir quelles sont les mesures qui seront prises de manière conjoncturelle, rapidement, pour appliquer cet accord et comment on va l'encadrer, à supposer que ces gens soient abandonnés par les Américains. Et la RDC gagne quoi dans ça? Pardon? La RDC gagne quoi dans cet accord? Mais qu'est-ce que gagne la RDC dans ça? Les Américains, oui, ils vont éloigner de leur territoire des personnes qui sont dangereuses pour eux. Des personnes qui sont dangereuses pour eux. Même nous, la République démocratique du Congo, qui voulons accepter ces gens. Avons-nous les structures nécessaires pour pouvoir les encadrer dans l'hypothèse où ils seraient relâchés par les Américains? Avons-nous les structures nécessaires? Nous avons fait combien de temps avec le Mobundo ici à Kinshasa? On n'a pas su régler le problème. C'est seulement des personnes qui viennent et qui sont en situation régulière aux États-Unis. On parle aujourd'hui des redditions de Mobundo. Ça, c'est important à la souligner. résurgence. La reddition de Mobundo aujourd'hui. Mais ça nous a pris combien de temps? Ça nous a pris combien de temps? Est-ce qu'ils sont anéantis? Ils sont réduits? Allez, moi, je ne suis vraiment pas pour cet accord. Moi, je crois que cet accord doit faire l'objet d'un examen sérieux. S'il y a moyen de surseoir à son exécution, ça serait salutaire. Question que l'on puisse réellement apporter des éléments de réponse importants, même au niveau du Parlement, que la question fasse l'objet d'une étude et d'un examen, même au niveau du Parlement. Il y a la ministre des Affaires étrangères qui est invitée devant le Parlement à répondre aux interrogations de parce parlementaires. qu'on ne peut pas très facilement emmener des gens, une vague de personnes en situation irrégulière aux États-Unis. Ils vont traverser combien des océans pour se retrouver ici? On est arrivé à la fin. Alors, vite, par rapport à votre question, en rapport avec... ces films ou documentaires de... 1,6 million de dollars pour un film de 6 minutes. Comment aujourd'hui les faux frères sont gérés? Vous savez, quand je dis que ce régime ici, c'est un régime de la malédiction. Retirer les mots malédiction. Je ne peux pas retirer. Je ne peux pas retirer. Vous vous plaignez ici.
un documentaire. Est-ce qu'il y a eu des acteurs qu'on a loués, qu'on a mis dans les hôtels, qu'on a fait ceci, Est-ce que c'était opportun d'avoir ces documentaires? Puisque déjà les jugements avaient été rendus que l'Ouganda nous doit de l'argent. L'Ouganda nous doit de l'argent. J'aurais appris ça. L'Ouganda donne 65 millions de dollars chaque année ou le mois ou après combien de temps. Mais qui gère cet argent? Je vous avais dit l'autre fois ici que cette histoire ici de l'Ouganda, la prétention de la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, l'affaire RDC Ouganda est là. L'affaire RDC Ouganda est là. Voici la prétention de la République démocratique du Congo. À hauteur de combien? La prétention est là. 23 milliards 514 millions 943 928 dollars. De 23 milliards, la prétention de la République démocratique du Congo, sous l'administration de Joseph Kabila, ces gens ici, les jouisseurs, sont allés négocier autour de 350 millions. Donc nous avons perdu à peu près 23 milliards 200 millions de dollars. Maintenant, cet argent, en principe, devrait construire la Tchopo. Puisque les infrastructures de la Tchopo ont été endommagées par ces deux armées barbares qui se sont battues sur le sol congolais. Dans une guerre de 6 jours. Les victimes, il y en a. Il y a ceux qui sont extropiés des jambes. On des est déjà à la fin, qui ont perdu l'argent. Maintenant, quel impact aura ces documentaires, ces petits films par rapport aux victimes? Ou par rapport au paiement de l'argent? Ou par rapport à faire pression à la Cour internationale de justice? Ça, quel impact? Dans le film sur le génocide, parce que nous devons vendre le crime ou encore que la reconnaissance du génocide congolais soit constituée et vendue. Arrêtez-nous cette histoire. À Nitouri, on vient de tuer. Est-ce que vous avez mis les drapeaux en vert? Allez, merci beaucoup. On est arrivé à la fin. À Nitouri, on a tué. Est-ce que les drapeaux étaient mis en vert? Merci à vous, Pius Romain. On vous libère, vous avez d'autres charges, vous devez aller au cours. Merci à vous, Séoulé. Malheureusement, on n'a pas eu des débats ou des points de vue contraires. On essaiera à l'avenir d'organiser un débat où on aura le son des cloches. Merci à vous de nous avoir regardé jusqu'à la fin. Partagez, abonnez-vous, commentez surtout et surtout activez la cloche de notification pour ne plus rien manquer de nos contenus si vous nous regardez pour la première fois. Avec toute cette grande équipe et la même dose de plaisir, je fixe rendez-vous pour un autre jour avec d'autres contenus sur votre chaîne. À tout à l'heure, mesdames, et bon début de semaine à toutes et à tous.